Mes chers amis, cher Bernard, mesdames et messieurs, il m'appartient d'ouvrir cette séance en ma qualité de président de la Fondation du judaïsme français. Et c'est un grand honneur pour moi, puisque cette soirée se tient dans le cadre du séminaire René Cassin, qui est une émanation de la Fondation du judaïsme français. Je voudrais remercier le vice-président de la Fondation, Pierre Saragoussi, qui est à l'origine, on peut le dire, de ce séminaire, Monsieur Cohen, Monsieur Zagori Orly, Monsieur Nathan Nakache, qui nous font l'honneur et l'amitié d'être là ce soir. Je vais ni vous présenter Bernard-Henri Lévy, ni vous dire le mal que je pense de lui, simplement donner 3 mots du dictionnaire. Dans votre précédent ouvrage, vous nous aviez fait encore plus aimer Proust. Je ne vais pas faire le dictionnaire de Proust, mais il y a 3 mots qui, pour moi, vous caractérisent, et plus encore par les temps que nous traversons. Premier mot, c'est la fidélité. Fidélité à votre identité, fidélité à votre histoire, fidélité à vos amis, dont nos organisations font partie. Le courage aussi. On a échangé ces derniers jours. Je vous invite, si vous voulez, voir ce qu'est la haine, ce que sont les torrents de haine, à cliquer dans la loupe de Twitter le nom de Bernard-Henri Lévy, et vous verrez ce que signifie la haine, ce qui signifie l'antisémitisme, ce que signifie ces torrents de boue qui sont déversés. Et il a un courage personnel, physique. Il l'a montré aussi sur les terrains de guerre. Et enfin, je parlais du courage et de la fidélité. Il y a aussi ce courage et cette fidélité envers ce peuple kurde. C'est l'objet principal, fondamental de cet ouvrage. C'est l'objet ce soir des interrogations qui vont vous être portées par nos amis du séminaire René Cassin. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. C'est la longue série pour moi d'une sorte de tournée que nous allons peut-être faire ensemble pour présenter cet ouvrage à travers les villes de France où nous avons des activités. Mais je suis très heureux que vous soyez si nombreux ce soir et je suis très heureux que vous ayez accepté. Et je remercie aussi les éditions Grasset, bien évidemment, la Fondation du judaïsme, son équipe, sa directrice Laurence Sigal, que vous ayez accepté l'organisation de cette première grande soirée parisienne pour la présentation de ce livre, et je vous cède immédiatement la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président Goldman. À mon tour d'exprimer quelques remerciements. D'abord, merci et bonsoir à vous tous d'être présents ce soir. Je souhaiterais remercier très vivement, très chaleureusement Monsieur Ariel Goldman, président de la Fondation du judaïsme français, Pierre Saragoussi également, vice-président de la Fondation du judaïsme français, Daniel Zenati, vice-président de la Fondation du judaïsme français, et Laurence Sigal, la directrice de la Fondation du judaïsme français. Les remercier pour leur soutien important, exceptionnel, dans la fondation du séminaire René Cassin, ce séminaire qui réunit depuis cette année de jeunes intellectuels juifs cherchant à s'engager dans la réflexion et l'agir face aux questions de notre contemporanéité. Je souhaiterais aussi, parce que cela est très important pour nous, remercier nos partenaires dans cette soirée. Tout d'abord, remercier La Règle du Jeu, et en particulier Maria de França. Je souhaiterais remercier évidemment RCJ, Paul-Henriette Lévy et Academ, Laurent Munich, ainsi que toute l'équipe de la Fondation du judaïsme français toutes ces personnes ont travaillé exceptionnellement pour réaliser cette soirée. Et je pense évidemment tout particulièrement à Laura Bétan, qui a beaucoup fait pour réaliser cette soirée. Donc après Jean-Claude Milner, Henri Atlan, Toby Nathan, une rencontre sur l'intelligence artificielle et le retour du golem avec Michel Bitbol et Jean-Gabriel Ganassia, nous sommes très heureux et honorés de recevoir ce soir Bernard-Henri Lévy, qui a généreusement accepté notre invitation à venir discuter avec nous autour de son dernier ouvrage, L'Empire et les 5 rois, paru tout récemment chez Grasset. Bernard-Henri Lévy, évidemment, je ne vais pas vous le présenter, mais je souhaiterais tout de même dire que
Bernard-Henri Lévy a été un très important soutien de la première heure. Et cela nous touche beaucoup à Raphaël et à moi-même, ainsi qu'à toute l'équipe de la Fondation du judaïsme français, dans la relance du colloque des intellectuels juifs de langue française qui a eu lieu en mars 2017. Nous vous remercions vivement d'être avec nous ce soir et surtout, cher Bernard, pour ce signe d'amitié que vous nous faites en participant à notre séance du séminaire René Cassin. Séance assez exceptionnelle. Alors, on va vous établir un peu la règle du jeu. On a convenu de commencer avec 3 brèves déclarations de la part de chacun des membres du séminaire René Cassin, Raphaël Zaghuri-Orly, Nathan Nakache et moi-même. Et ensuite, Bernard-Henri Lévy répondra à ces premières déclarations au sujet du livre. Et puis, ensuite, on engagera une discussion. Nous avons des questions que nous aimerions lui poser. Ensuite, évidemment, nous allons vous donner l'opportunité de poser des questions à notre auteur. Je souhaiterais dire, pour commencer, que ce livre représente pour moi un livre de courage. Et j'use de ce mot « courage » dans son sens le plus philosophique, à savoir de pouvoir regarder en face, droit dans les yeux, comme disait Hegel, droit dans les yeux, la mort. Vous vous en souvenez, Hegel disait que pour accéder au savoir philosophique, il fallait d'abord et avant tout s'armer du courage de contempler face à face la mort. Cette négation absolue est donc l'abîme qui travaille de fond en comble l'existence humaine. Bernard-Henri Lévy, votre livre, pour moi, provient de ce courage-là. Car dans et par ce livre, et je pense qu'ainsi et d'une certaine manière il se fait l'écho de votre tout premier ouvrage, La barbarie à visage humain, vous regardez droit en face et sans complaisance aucune, vous confrontez donc droit dans les yeux la mort, celle non pas seulement du sujet philosophique qui cherche à accéder au savoir absolu, mais surtout celle de cette mort qui menace aujourd'hui l'Occident tout entier. Nous reviendrons évidemment et tout au long de cette soirée sur ce regard grave, sur cette critique aiguisée que vous portez et engagez face à cette mort qui risque d'emporter l'Occident. Mais je tenais néanmoins à souligner d'abord que ce livre, tout en scrutant l'abîme qui guette l'humanité, devant ce risque de nihilisme qui nous hante dans cette situation géopolitique où l'empire, un certain empire, l'Amérique, s'est absenté et qui, par là même, laisse un vide, une béance, où viennent maintenant s'engouffrer des forces adverses et où chacune, Iran, Russie, Arabie Saoudite, Chine, Turquie, se livre un combat non seulement pour prendre la place de l'Empire, mais aussi et en même temps pour réécrire l'histoire sur le dos d'innombrables victimes qui sont en même temps oubliées, laissées pour compte, et laissées donc sans voix dans cette histoire réécrite, ces peuples, ces singularités historiques décimées ou en passe de l'être, par ce combat sans merci que se livrent les 5 rois devant la perspective de prendre la place laissée vacante par l'Empire. Je tenais à souligner donc que ce livre ne se contente pas de dresser la scène de cette mort, de cette confrontation cataclysmique entre l'idée si chère à Hegel d'une histoire universelle, où le sens de la raison arrive toujours à triompher et réconcilier, et le nihilisme qui aujourd'hui la mine, voire l'abolit. Le nihilisme, c'est cette force des plus obscures, où on voit sous nos yeux s'éteindre les points de référence, et ainsi laisser béante la scène d'une lutte où c'est la pure volonté hégémonique qui triomphe, et où cette volonté hégémonique fait fi des sacrifiés de l'histoire, les oublie, les délaisse à une mort sans voix. Ce livre cherche précisément à répondre, à s'exercer à une responsabilité face à ce nihilisme, au nom des oubliés de l'histoire. Ces peuples en trop que vous aimez et auprès desquels vous vous êtes toujours engagés. Ce livre s'engage donc à chercher le fil qu'il nous faut, c'est l'urgence, tisser pour répondre aujourd'hui devant cette situation périlleuse qui est la nôtre, cette situation tiraillée entre l'histoire universelle de la raison et le nihilisme. Cet engagement, le vôtre, c'est précisément là que je le situe, dans cette responsabilité face au nihilisme de notre époque géopolitique, cette responsabilité au nom des oubliés de l'histoire. Bonsoir, alors je voulais commencer par vous remercier tous et en particulier remercier Raphaël et Joseph de m'avoir vraiment
Ah, pardon. De m'avoir proposé de participer à cette soirée. C'était extrêmement généreux. Remercie aussi la Fondation, la règle du jeu, évidemment, Bernard-Henri Lévy. Alors, j'ai trouvé que ce livre-là, donc L'Empire et les Cinq Rois, à bien des égards, était un livre inattendu. Il y a dans les engagements, la plupart des engagements intellectuels sont des engagements qui viennent confirmer ce que l'intellectuel pensait déjà, où la réalité sert de laboratoire qui vient prouver ce qui avait déjà été démontré dans des livres. Et puis il y a, et c'est beaucoup plus rare, des engagements qui viennent questionner, qui viennent remettre en question, qui viennent remettre en cause, parfois aussi changer certaines lignes intellectuelles. Et il m'a semblé que c'était le cas de ce livre. Parce que vous partez de la situation précise des Kurdes, de cet événement que vous cherchez à vous approprier, et vous dites que cette situation est un miroir. Mais on aurait pu s'attendre, et c'était ce qui aurait dû être logique, que les Kurdes forment une sorte de ligne de démarcation. Étant donné que c'est un peuple en trop, que c'est un peuple abandonné, trahi, qu'à partir de là, on puisse distinguer, pour le dire un peu de manière caricaturale, les bons et les méchants, en tout cas ceux qui vont leur venir en aide, ceux qui les ont trahis, ceux qui les ont abandonnés, etc. Mais ici, les Kurdes présentent une ligne de démarcation sans démarcation, c'est-à-dire sans manichéisme. Pour une raison très simple, c'est que dans la situation des Kurdes, il n'y a pas de bons et des méchants. Il y a des degrés différents, d'intensité différente, sur l'échelle de l'indignité. Alors évidemment, il faut choisir, il faudra être... À part les Kurdes, évidemment, qui sont gentils, il faudra choisir entre les différentes forces qui existent, mais il n'y a pas ce manichéisme possible. Et c'est la première chose qui était, à mon avis, vraiment inattendue dans ce livre. Deuxième aspect inattendu, on y trouve, et de la part de l'auteur d'American Vertigo, c'est très étonnant, on y trouve une critique de l'Amérique qui est dépourvue de toute forme d'anti-américanisme. Une critique de l'Amérique qui s'en tient pas seulement à dénoncer, comme on peut le faire de manière évidente, la superficie des choses, c'est-à-dire le président Trump, ses foucades, son comportement, etc., mais qui va essayer de voir des processus beaucoup plus longs, contre-intuitifs souvent. Et alors on pourrait faire deux lectures de ce livre, on le discutera sans doute tout à l'heure. C'est ce qui a été dit, je crois, la plupart du temps dans les médias, que vous reprochez à l'Amérique d'avoir cessé d'intervenir, que c'est simplement ça, donc de s'être trahie elle-même, et que vous voulez qu'elle redevienne elle-même. Moi, il me semble que ce livre-là dit quelque chose de plus profond quant à la critique du principe même de l'Amérique, et que de fait, il ne demande pas nécessairement à ce que l'Amérique redevienne elle-même, mais qu'il propose d'autres perspectives. Et on pourra discuter aussi cette critique de l'Amérique, parce que ce livre parle de la situation des Kurdes, et si on voit ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, ce sont souvent des décisions américaines qui ont détruit la région. Sous Bush, on le sait, sous Obama, son comportement avec Maliki, donc le Premier ministre irakien, a permis à Daesh de s'implanter très fortement dans la région, et puis évidemment Trump. Dernier aspect inattendu, c'est, je crois, votre premier texte sur la technologie. Il y a un passage où vous étudiez l'ère de la post-vérité, et vous dites que les destructeurs de la vérité ne sont pas tellement à chercher ni chez Trump, ni chez Erdogan, ni même évidemment chez les Derrida, etc., mais du côté de la technique, chez Facebook, chez les GAFA. Donc c'est un passage intéressant. Et peut-être aussi qu'il y a dans ce livre des non-dits, ou en tout cas des questions qu'on voudra éclairer tous les trois. Moi sur le féminisme, sur Israël aussi peut-être, et nous aurons, je pense, le temps d'en parler. À la suite de ce qui a été dit par Joseph et Nathan, ce livre, pour moi, est ce livre qui se refuse à tout déclinisme. Et peut-être surtout au déclinisme ambiant. Cependant, ce livre confronte ce déclin. Le déclin des États-Unis, on en a parlé, ce déclin dont vous dites qu'il vient de loin, et qui n'a pas commencé avec le président Trump, ça a été dit, et qui entraîne avec lui un certain déclin de l'Occident tout entier, en tout cas une scène géopolitique inédite dans la période récente, dans ces multiples offensives contre la démocratie. Ces offensives arrivent de partout. Vous repérez quelques-uns de leurs lieux circonscrits, de leur lieu d'origine. J'ai été, quant à moi, très marqué par de nombreuses analyses, mais plus particulièrement par l'espoir que vous gardez toujours vivant
à même cette analyse serrée et sans compromis du déclin et au cœur de chaque peuple, cet espoir de pouvoir trouver ou retrouver les élans de liberté et de respect de l'autre au sein de sa propre histoire, de son propre vécu historico-politique. En effet, vous n'avez jamais trempé, Bernard-Henri Lévy, dans l'anti-américanisme devenu réflexe intellectuel inquestionné, et cela est d'une importance capitale, car c'est là que se situe, dans ce refus de se dire et de se complaire dans l'anti, la possibilité d'engager le questionnement critique le plus affiné, le plus exigeant, le plus radical aussi, car il n'est jamais engagé pour miner, il n'est jamais engagé pour détruire ou dénier, mais bien plutôt pour construire. C'est cela de manière générale ce qui m'a le plus marqué dans ce très bel ouvrage, la critique forte, la critique assidue et attentive au contexte historique et politique, ne jamais perdre de vue la nécessité de construire un renouvellement du politique. Merci. Merci à vous trois, vraiment de m'avoir invité à cette 5e séance du séminaire René Cassin. Merci à tous ceux qui l'ont organisé, le président Goldman, la Fondation, Madame Laurence Sigal, qui est sur la brèche depuis plusieurs jours, et tous les autres. Et merci. Alors, merci et pardon, surtout. Merci à tous ceux qui sont venus et pardon à ceux qui n'ont pas pu tout à fait entrer. Et vraiment, j'en suis mortifié. Je sais que vous êtes nombreux dans la petite salle à côté et voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment confus. Merci en tout cas d'être là quand même. Je suis très heureux d'engager le débat avec vous trois dans ce climat d'exigence et non d'académisme. C'est vrai que ça va me changer de ce qu'on appelle les débats dans la sphère médiatique. Je suis très heureux de cette soirée. Voilà. Quel est le mode d'emploi? Je vais vous répondre très brièvement à tous trois en quelques minutes, et puis ensuite on entrera dans le jeu des questions et des réponses. Voilà. Raphaël Zaguri-Orly, le déclinisme. Je suis heureux que vous ayez démarré là-dessus, parce que c'est vrai, pour moi c'est un point essentiel dans mon travail, dans ce livre, mais dans ma vie. Je refuse par toutes les facettes de mon être ce que l'on appelle le déclinisme. Parce qu'il n'y a pas seulement le déclinisme des États, il n'y a pas le déclinisme des empires, il y a le déclin de toute chose. Voilà. Et je crois que s'il y a une chose qui me caractérise depuis maintenant 45 ans que j'écris des livres, et autant de temps que je suis présent sur la scène intellectuelle, c'est de refuser de toutes mes forces cette loi aristotélicienne de la génération et de la corruption. Je crois que la seule corruption qui tienne, c'est celle qui nous foudroiera tous un jour d'un coup. Mais la corruption lente, du déclin, du découragement, de l'accoutumance au pire, de la banalisation de l'horreur ou ça en effet c'est contre cela que j'existe et que j'écris. Donc je suis heureux que vous ayez démarré par cela. Nathan Nakache, je vous remercie aussi, cher Nathan, d'avoir pointé plusieurs choses, mais notamment la dernière. Cette histoire, cette question de la vérité et de la technique. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui tout un courant de pensée, notamment aux États-Unis, qui consiste à nous dire que les responsables, l'origine de cette crise de la vérité nouvelle,
que nous vivons, c'est la deuxième crise de la vérité dans la conscience occidentale, que cette crise de la vérité, elle aurait pour responsable des penseurs, des philosophes. Et aux États-Unis, où je me trouve beaucoup, où j'interviens souvent, où j'ai des partenaires de débat intellectuel aussi, cette idée est très en vogue. Et que les responsables de cette crise de la vérité, en gros, ce serait le courant de pensée que l'on appelle aux États-Unis le déconstructionnisme et qu'on appelle en France, qu'on a appelé le structuralisme. C'est-à-dire cette espèce d'histoire qui commence avec Lévi-Strauss et Dumézil et qui se termine avec la mort de Jacques Derrida. Et je crois que cette idée est fausse, cher Nathan. Je crois qu'elle est dangereuse. Je crois que tout cela ont été au contraire, pour parler en Nietzsche, de bons ouvriers de la vérité. Nous y viendrons peut-être tout à l'heure dans la discussion. Je me souviens en particulier, puisque je viens de citer Derrida et que vous l'avez cité aussi, d'un texte de Jacques Derrida de 1972 dans un livre qui s'appelait Positions, et où il expliquait que, bien sûr, le soupçon, bien sûr, la révocation en doute de toutes les certitudes issues des préjugés, bien sûr, le mot d'ordre sartrien de se casser les os de la tête, bien sûr, la sortie hors du logocentrisme, bien sûr, la révocation de toutes les fausses oppositions constitutives de cette facilité de pensée dans laquelle s'est enfermée la modernité, mais, et c'est une note importante de position, ne jamais céder sur la volonté de vérité. Alors, si c'est pas la faute aux philosophes, si c'est pas la faute, en effet, à Trump ou à Poutine, parce que Trump et Poutine, ça compte pas. C'est des épiphénomènes de l'histoire. Bien sûr, c'est la faute à qui? Je crois, et en effet, c'est une partie importante de ce livre, que c'est la faute à cet énorme dispositif technique, à cet accomplissement de la pensée technique, de la guerre de la technique à la pensée méditative, pour parler cette fois en Heidegger, qui vous est cher, cet accomplissement de la guerre de la pensée technique contre la pensée méditative, qu'incarne depuis une vingtaine d'années cet énorme machin qu'on appelle les GAFA. Et il y a dans ce livre que vous avez lu pour vous et pour certains d'entre vous ici et les autres, vous aurez peut-être l'occasion de le parcourir un jour. Il y a donc, je crois, la première tentative de critique philosophique de tout ce bazar-là, les GAFA, Amazon, Instagram, Twitter, etc. Pas seulement parce que c'est des machines de haine, mon cher Ariel Goldman, pas seulement parce que c'est une école de narcissisme déchaîné, Instagram, pas seulement parce que c'est comme l'a écrit récemment Thierry Grillet dans un papier que nous avons publié à la Règle du jeu, une sorte de délestage de la part du sujet de sa propre mémoire, le syndrome de Saint-Denis, cet l'évêque Denis, qui gravit la colline du même nom avec sa tête décapitée sous le bras. Nous sommes ainsi, dites-vous, lorsque nous avons dans notre poche ce petit appareil sur lequel nous avons délesté notre mémoire, pas seulement pour tout ça, mais parce que je crois ce qui est visé au cœur, c'est cette croyance en la valeur de la vérité. Voilà. Cette vieille affaire dont Nietzsche percevait déjà, mais pas pour s'y résoudre, pas pour s'y résigner, pas pour s'en satisfaire. Il voyait venir cela comme le plus sombre des temps sombres, cette fin de la croyance chez les hommes en la valeur de la vérité, eh bien nous y sommes. Voilà. Et
donc je suis heureux que Nathan Nakache ait commencé par ce point-là. Et puis alors enfin, Joseph Cohen, regardez la mort en face. Merci aussi d'avoir souligné cela et d'avoir commencé ainsi, parce que je crois que c'est vrai que là vous avez touché au cœur de ce qui me fait bouger, pas courir parce que je cours jamais, contrairement à ce que disent les ânes. Je cours pas, je suis au contraire un bon âne, un bon cheval turinois qui va à son pas, mais ce qui me fait marcher, c'est ça, c'est le fait que je fais partie probablement je crois qu'on n'est pas très nombreux dans ma génération, les jeunes femmes et hommes de ma génération, à la fin des années 60, qui ont commencé à s'intéresser un peu à l'histoire universelle et à prétendre y dire leurs mots. Je dois être un des quelques-uns qui, en effet, ont vu la mort en face. Et je l'ai vu très concrètement, puisque le premier acte de ma vie intellectuelle, c'était un voyage très lointain, en 1971, à l'époque du premier génocide, ou de la première tentative de génocide des temps de la post-Shoah, et c'était au Bangladesh. Et j'avais 23 ans, et j'ai vu ce qu'un humain ne doit pas voir, ce qu'il ne faut pas voir, ce qu'il est recommandé de ne pas voir, ce qu'on ne se remet pas tout à fait de voir, toutes les sagesses antiques, la sagesse juive et la sagesse grecque nous le disent à foison. Cela qu'il ne faut pas voir, c'est-à-dire la mort, et la mort, pas la mort abstraite, les corps morts, la mort, comme disait Hegel, équivalente à des têtes de choux que l'on coupe, la mort comme on déboise, pour parler encore la langue de Hegel, dans le passage que vous évoquiez, c'est ma première expérience philosophique existentielle, ma première expérience de philosophico-charnelle, c'est celle-là. Et je m'en suis jamais remis, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que le deuxième de mes livres, le premier, il parlait de ça, il s'appelait Les Indes rouges, mais le premier livre important que j'ai publié, qui s'appelait en effet La barbarie à visage humain, s'ouvrait par ce commandement, plus que cette recommandation, ce commandement de regarder la mort en face. Alors je ne l'assumais pas totalement à l'époque, j'étais encore si jeune, mais je faisais porter dans la barbarie ce commandement, ce logion, par le plus grand écrivain, à mes yeux de ce temps-là, qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn. Et la petite contribution qu'apportait la barbarie à l'époque aux études solzhénitsyènes, il y avait eu avant moi le très beau et très important livre d'André Glucksmann, La cuisinière et le mangeur-d'hommes. Ce que j'avais ajouté aux commentaires solzhénitsyniens, c'était ça. C'était ce commandement que je prêtais à Solzhenitsyn, qui n'a jamais dit, il l'a jamais formulé comme tel, mais enfin, voilà, je le lui ai prêté. Et ça a généré la barbarie à visage humain, le commandement de regarder la mort en face. Et je crois que j'ai toujours été fidèle à cet effroi, à cette exigence et à cet appel de pensée là. Voilà. Et ce livre, L'Empire et les Cinq Rois, je suis content que vous ayez vu que derrière son côté choc des empires, histoire universelle ou actualité, c'est de ça toujours, encore, plus que jamais qu'il s'agit, regarder la mort en face, comme lorsque j'avais 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de déclin. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Là, on va commencer le jeu des questions. Alors, moi je vais revenir pour commencer
je vais, pour lancer notre discussion, à ce que je disais, à savoir la confrontation que je vois à l'œuvre tout au long de cet ouvrage entre, d'un côté, l'histoire universelle et de l'autre, le nihilisme. Alors, l'histoire universelle, on le sait, c'est un mot de Hegel, et vous avez un chapitre ici, les fantômes de Hegel, et donc Hegel est quand même très présent dans ce texte. L'histoire universelle signifie ceci pour Hegel, que l'histoire, le devenir de l'histoire, l'enchaînement des événements historiques, est toujours le mouvement d'une incarnation de la raison. La thèse fondamentale pour Hegel, l'histoire universelle, c'est ce mouvement de la raison qui se fait histoire, qui se déploie non pas seulement dans les êtres rationnels que nous sommes, mais qui, pour ainsi dire, anime l'histoire elle-même. Or, cette histoire universelle de la raison, pour Hegel, c'est précisément ce mouvement où les événements historiques, aussi catastrophiques qu'ils soient, aussi tragiques et négatifs qu'ils soient, sont toujours reconnus comme étant aussi des manifestations de la raison, de la liberté et du sens. Ils sont, pour ainsi dire, intégrés dans le développement historique de la raison. Ils sont reconnus comme des événements qui émanent de la raison, qui progressent, qui avancent, et donc qui arrivent à réconcilier le bien et le mal, le danger et le salut, la catastrophe et la délivrance. Or, face à cette épopée de la raison historique, face à ce grand récit d'une dialectique capable de réconcilier la nuit et le jour, la catastrophe de tel ou tel événement historique et le sens de l'histoire, Bernard-Henri Lévy, vous marquez de façon radicale, forte et insistante que l'on ne saurait se satisfaire d'une telle épopée, que l'on ne saurait plus se contenter d'une telle analyse. D'ailleurs, en vous lisant, vous m'avez fait penser à une phrase de Schelling, un temps camarade de Hegel, mais assez vite fervent critique, où Schelling, commentant justement l'idée de l'histoire universelle, disait, je crois que c'est dans la correspondance avec Victor Cousin. Alors je vous cite un peu Schelling, c'est assez drôle. Oui, dit Schelling, l'histoire universelle, c'est tout à fait bien quand il s'agit de penser les tribulations d'un voyage entre l'université de Iéna et la chaire de l'université de Berlin, le parcours de Hegel. Mais quand il faut penser les âges du monde, ça c'est Schelling, quand il s'agit de penser l'histoire elle-même, la concrétude et la singularité des événements qui traversent l'histoire, eh bien, elle ne ressemble, cette idée d'histoire universelle, qu'au pas d'un somnambule. Je ferme la citation. Et oui, je vous ai lu comme celui qui ne se contente pas de voir passer l'esprit du sens et de la raison sur l'histoire, mais d'y voir, et je vous cite, l'esprit mauvais du monde. C'est dire d'abord là où l'histoire universelle ne fonctionne pas, ou ne fonctionne qu'à moitié au mieux. Car vous montrez clairement que, contrairement à ce que cette histoire universelle clame, il y a des moments où la possibilité du sens, la possibilité de la référence, la possibilité même de la norme et de l'idéal de reconnaissance comme réalité de la réconciliation, eh bien, elle s'absente, cette possibilité. Elle n'est plus là, elle prend congé. Pour des raisons explicables, certes, analysable, mais néanmoins dans un geste foncièrement contre-rationnel, contre-historique justement. Et donc, dans cette situation de vide, ici laissée par l'Empire, cet empire américain qui n'est pas un empire sûr et dominateur, mais un empire hésitant, parfois quelque peu maladroit, vous le dites, et dont se maintenait toujours vive la possibilité de la critique et de l'autocritique, mais un empire néanmoins, c'est dire un point de référence capable de fournir une norme en puisant dans le vivier de ses idées de liberté et d'égalité. Cette situation donc de vide laissé par l'Empire crée une histoire de l'adversité perpétuelle, de l'hégémonie, et donc se fait histoire non pas de la raison, mais de ces offensives dont vous parlez, où des forces néfastes et obscures s'affrontent et se combattent. C'est là que je vois comment vous faites intervenir dans cette réflexion Nietzsche, ce grand auteur qui ne cessait de mettre à mal la rationalité hegelienne, et qui disait, et vous le citez, non pas l'histoire progresse dans le déploiement d'une raison universelle et universellement partagée, mais Nietzsche et Bernard-Henri Lévy, le désert croît. Et le nihilisme, c'est précisément cette perte de point de repère, cette constatation que l'histoire universelle omet de voir, que l'histoire elle-même nous arrive là
où la réconciliation des identités, des peuples, des États, la répartition équilibrée des forces, l'expression du sens, l'affirmation de la liberté, l'empathie éthique de la reconnaissance ne se fait pas ou ne se fait plus. Et donc c'est la guerre où, et c'est là un point important, se voient effacés, oubliés, définitivement niés des peuples entiers. C'est ici le cas des Kurdes, à qui vous avez dédié l'ouvrage. Ils sont oubliés alors qu'ils auraient dû être reconnus. Ils auraient dû être soutenus par tous ceux et celles qui croient encore à l'histoire universelle, au sens, à la liberté, à la vérité. Mais ils sont oubliés dans cette guerre hégémonique entre les 5 rois et évidemment oubliés par l'Empire en laissant la place à cette guerre de se mener et de se proliférer. Ma question, c'est celle-ci, car je saisis toute l'ampleur de cette confrontation entre histoire universelle et nihilisme que vous décrivez comme ce retour aux choses mêmes, c'est-à-dire à la chose même de notre époque, et que vous déployez dans toutes ses infimes finesses et stratégies multiples, dans toute son économie. Donc, ma question, comment aujourd'hui agir, contrer cette situation de nihilisme qui hante notre époque? Depuis quel lieu s'armer contre les déferlements de cet arraisonnement qui happe la possibilité même du politique et de l'exercice du politique? C'est aux philosophes, donc, que je m'adresse. Quel serait ou devrait être notre agir? Quelle serait ou devrait être non seulement sa visée, son orientation, mais aussi et surtout sa concrétude matérielle la plus immédiate, la plus urgente? Je vous demande donc comment agir aujourd'hui dans l'urgence, sans retomber dans l'épopée d'une histoire universelle décidément trop aveugle pour prévoir ses défaillances inhérentes, mais sans non plus se laisser aller à cette pente nihiliste qui menace de tout emporter, de laisser le désert croître indéfiniment, et donc de se perdre tout entièrement dans un relativisme géopolitique qui ne ferait rien de plus que prôner une loi du plus fort, une volonté de puissance mal comprise comme volonté de domination de l'autre et des autres. Au fait, je vous pose la question si actuelle, si nietzschéenne aussi, que vous affirmez vous-même à la fin de l'Empire et les 5 rois. Comment aujourd'hui, urgemment, protéger les forts, ceux qui n'oublient pas l'autre, justement, ceux qui n'oublient pas les déshérités, les déchus, ces peuples en trop de l'histoire, et qui sont devenus chétifs aujourd'hui, qui se sont absentés des idéaux qui les ont vus naître, contre les offensives des faibles, qui sont devenus plus puissants que les forts, et qui sont faibles justement parce qu'ils ne cherchent qu'à exercer l'hégémonie de leur propre identité, en voulant toujours éradiquer la liberté de soi-même et des autres. Écoutez, je savais que ce serait un débat de haut niveau, mais là vous tapez fort, là. Et à armes relativement inégales, parce que je découvre les questions, je découvre votre question et les autres. Je vais essayer de vous répondre, néanmoins. Mais vraiment, voilà, comme je sens les choses, comme je les ai senties en vous écoutant. Ma thèse dans ce livre et dans le reste de mon œuvre, c'est que l'histoire universelle, c'est le nihilisme. C'est la même chose. L'histoire universelle et le nihilisme, c'est pareil. Ma thèse, c'est que l'idée même d'histoire universelle, si on l'entend comme Hegel, c'est de la production de rien. C'est de la production de déchets. Ça n'est rien d'autre qu'une horrible machine à produire du déchet. Et à produire notamment des peuples en trop. Parce que cette histoire-là, cette idée que l'histoire serait cette espèce d'épopée glorieuse, admirable, ou cette odyssée, parce que ça, au fond, c'est une épopée que Hegel décrit toujours comme une odyssée, ça ne marche qu'à une condition, c'est que tout ce qui colle pas avec le système, tout ce qui ne colle pas avec cette espèce de mouvement majestueux et sublime, soit néantisé, nihilisé au sens de néantiser. Et l'exemple même de cette machination-là, le point où se voit le fait qu'on ne peut penser en termes d'histoire universelle qu'à condition de néantiser une part de l'humanité, c'est les Juifs. Les Juifs selon Hegel. Pourquoi est-ce que Hegel a fabriqué tout un pan de l'antisémitisme moderne? Parce que le théorème hegelien
Hegel, qui faisait face, alors il faisait face à Schelling d'une part, mais il faisait face surtout à cette espèce, dans son rêve, dans son idée d'une histoire universelle qui s'accomplit dans la réalisation d'États-nations homogènes, majestueux, qu'il voyait défiler tel Napoléon à Iéna sous ses fenêtres les uns après les autres. Il y avait un obstacle à ça, à cette vision, c'était quelques peuples en trop qu'il connaissait pas très bien, mais enfin il suffit de lire le chapitre de la raison dans l'histoire où il parle de l'Amérique et que je cite dans le passage, dans le chapitre lui qui s'appelle le Fantôme de Noël, quelques peuples qu'il considère, notamment l'Afrique. Rappelez-vous le fameux discours de Sarkozy à Dakar, que le pauvre Henri Guénaud avait pompé de la raison dans l'histoire de Hegel. Donc il y a des tas de peuples qui ne peuvent cadrer avec le schéma de l'histoire universelle qu'à condition d'être néantisés. Et le principal, c'est le peuple juif. Parce que Hegel voyait autour de lui ces drôles de personnages, ces drôles de sujets qui persistaient à se déclarer juifs et qui n'entraient pas dans le cadre d'un État-nation comme il en voyait l'avènement parousique un peu partout. Et donc le hegelianisme dit ou bien l'histoire universelle existe et alors le peuple juif doit disparaître par tous les moyens, ou bien le peuple juif existe, persiste dans son existence, et c'est l'histoire universelle qui doit disparaître comme une chimère de l'esprit, un calcul mal fait qu'on efface au tableau noir. Le choix de Hegel et des hegeliens a été évidemment de choisir la validité de la théorie contre le démenti qui apportait le peuple juif et les peuples en trop en général. Donc moi, je suis, depuis mon premier livre, La barbarie à visage humain, c'était rien d'autre qu'un cri de guerre contre le hegelianisme, je n'ai cessé de penser contre ça. Voilà. Je suis pas le seul, naturellement, je m'inscrivais. Mais enfin, c'est compliqué parce que Hegel déclarait, en même temps qu'il déclarait fini l'histoire universelle, il décrétait aussi terminer l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que le double pari hegelien, c'est que l'histoire est finie, moyennant liquidation et mondement de quelques peuples en trop, et que la philosophie elle-même est terminée, comme le répéteront quelques hegeliens, Kojève, Fukuyama, etc. Donc il y a quelques philosophes, en effet, Nietzsche, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre. Moi, ce qui m'a intéressé chez Sartre, c'est cette espèce de corps à corps désespéré, doué d'une folle énergie avec l'hegelianisme. Sartre, dans la critique dans l'être et le néant d'abord, et dans ce magnifique échec philosophique qu'est la critique de la raison dialectique, ça n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de montrer que Hegel s'est trompé et que l'histoire n'est pas finie et la philosophie non plus. Donc moi, j'essaye avec mes petits moyens, depuis 40 ans, de poursuivre ce fil-là et cette aventure-là. Alors comment on fait pour dire que sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? C'est ça votre question. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour résister à l'hégélianisme, pour résister au décret hegelien? Je crois qu'on peut s'appuyer sur trois choses. On peut s'appuyer sur la sagesse de Sophocle, sur la philosophie de la Bible et sur l'enseignement lacanien. Un intellectuel d'aujourd'hui, c'est les trois appuis qu'il a. La sagesse de Sophocle, c'est-à-dire l'idée qu'il y a du tragique, que le tragique résiste à la totalisation hégélienne. Du tragique, ça veut dire de l'inconciliable, ça veut dire de l'insoluble, ça veut dire du qui continue à s'opposer en une espèce de tourniquet sans fin et qui se résout pas. Il y a dans l'être, il y a dans la condition humaine, il y a dans nos vies une part illiquide, qui ne se liquidera pas, et qui ne se liquidera pas dans cette espèce d'illusion raisonnable du fantasme hegelien. Donc ça, je crois que c'est le premier point d'appui. Si on veut vraiment s'opposer à Hegel, donc sauver les peuples en trop, donc sauver le peuple juif, donc sauver le peuple kurde, donc sauver les Rohingyas, enfin tout ce que vous voudrez. Le premier point,
il faut se souvenir de la sagesse de Sophocle. Il faut se souvenir du fait qu'il y a dans l'humanité une part qui résiste à tout ça, une part illiquide, non liquidable. Il y a de la négativité non liquidable. Deuxièmement, il faut être juif. Et moi, je suis redevenu juif pour ça, il y a en 1979. Je suis redevenu juif exactement pour cette raison-là. Parce que être juif, ça veut dire considérer qu'il y a une loi plus sainte que l'événement, qu'il y a de la sainteté dans l'humain qui surplombe la grande logique, la grande épopée, la grande aventure, la grande mise en scène, le grand péplum de l'événement. Voilà, il y a de la loi. Et cette loi, dit la pensée juive, elle peut gagner ou elle peut perdre, ça n'a strictement aucune importance. Elle peut rallier à son drapeau d'immenses foules d'humains, ou elle peut au contraire être tragiquement minoritaire, ça ne change rien. Et ça, c'est la sagesse juive en général, et c'est notamment l'enseignement de Rosenzweig. Rosenzweig, qui est le dernier en date de ces philosophes anti-hégéliens, anti-hégéliens. C'est difficile d'être anti-hégélien. Rosenzweig, comme vous savez, a commencé par être hégélien. C'était un hégélien de gauche, avec toute l'histoire de la conversion ratée au christianisme et tout ça. Mais Rosenzweig, ça n'est le système de Rosenzweig, ça n'est rien d'autre qu'une méditation sur une terre, sur une loi et sur une temporalité qui échappent à la loi de l'événement. Voilà. Donc le deuxième point d'appui, c'est ça. Il faut être rosenzweigien, lévinassien, si vous préférez, c'est-à-dire juif. Et puis la troisième chose, le troisième point d'appui pour penser, pour échapper à ce piège terrible, à ce piège qui est le nihilisme même, qui est l'histoire universelle, je vous disais, Jacques Lacan, et c'est pas... J'ai l'air de plaisanter, mais c'est pas tout à fait, et même pas du tout. Il y a un concept dans la métaphysique lacanienne qui est le concept de réel, et le réel, ça n'est rien d'autre, dans la psychanalyse moderne, chez Jacques Lacan, ça n'est rien d'autre que cela. Alors il dit le réel, il dit parfois la tuquet, le hasard, la contingence, il dit parfois alors là il est grec, il dit parfois le reste. Et là, il est juif. Le reste, ou la contingence, c'est ce qui, là encore, résiste, le caillou, le scandale de cette vérité qui résiste au mensonge de la philosophie et de l'histoire universelle. Donc voilà ma réponse. Il faut relire Sophocle, il faut relire Rosenzweig, et il faut essayer d'entrer dans l'œuvre lumineuse de Jacques Lacan. À partir de là, on comprend que l'histoire universelle, ça n'existe pas, que c'est une machine entre les mains des despotes, que c'est une machine à nous raconter qu'il y a des peuples qui méritent leur damnation, c'est une machine à faire comme si le monde marchait alors qu'il ne marche pas, c'est une machine à nous donner à penser que les choses ont un sens alors qu'il y a toute une partie des choses qui n'ont pas de sens, et que c'est comme ça, et que c'est la misère et la grandeur de la vie, c'est la misère et la grandeur de l'histoire. Voilà. Et à ce compte-là, si on arrive à penser, si nous arrivons, moi et vous autres, à votre manière, à penser ça, eh bien je crois qu'on sortira du sortilège hégélien. Mais enfin, on a du boulot parce que ça fait un siècle et demi que l'essentiel de la philosophie s'y emploie. Voilà ma réponse. J'ai une question à vous poser sur l'Amérique, l'Europe et l'Occident. Il y a un passage vraiment très intéressant au début du livre, où vous racontez ce moment où vous étiez allé au Collège de France, le cours de Hippolyte, qui vous raconte l'Amérique selon Hegel, et où il vous parle de cet empire qui se construit, mais qui n'est qu'à moitié prédicatif, et qui se construit sur quelque chose
sur un territoire aussi qui ne se prête qu'à moitié à l'impérialisme. Et vous écrivez exactement je me fais honneur de n'avoir, depuis lui, jamais trempé dans ce péché contre l'esprit qu'est l'anti-américanisme. Donc sa leçon vous a empêché de tremper dans ce péché. Mais d'autre part, sa leçon, elle dit quand même que c'est un empire semi-prédicatif. Donc il me semble qu'il y a aussi peut-être une deuxième conséquence, c'est que ça crée une nécessaire distance avec l'Amérique et que j'aimerais explorer dans la formulation de ma question. Alors, vous dites dans votre livre que vous refusez toutes les philosophies de l'histoire qui fonctionnent comme des cathédrales de pensée avec un fonctionnement monolithique, selon des dynamismes trop simples, que vous refusez donc le progressisme, donc toutes les idées selon lesquelles l'histoire avance toujours vers le meilleur, le déclinisme, mais aussi, et c'est moins évident, les pensées du cycle, donc que l'histoire se répète de manière cyclique. Mais il y a néanmoins dans votre livre une thématique qui me semble cachée, latente, discrète, mais d'autant plus fondamentale, c'est la métaphore solaire. Le soleil passe d'est en ouest, et vous montrez aussi que l'histoire de l'Occident a suivi cette métaphore-là, ce voyage d'est en ouest, donc vers un Occident qui se définit tout d'abord comme Occident géographique, puisque c'est l'histoire de la création de l'Amérique, ce voyage-là sur l'Atlantique. Et évidemment, cette métaphore solaire, elle comporte une difficulté, un danger, c'est que si on veut aller beaucoup trop vers l'ouest, on retombe à l'est. Donc c'est ça le danger, c'est que c'est un voyage qui se veut linéaire, mais qui finit toujours par tomber dans la circularité ou dans la sphère. Et il me semble que c'est à la lumière de cette thématique-là qu'on peut bien comprendre la manière dont vous pensez l'Occident dans votre livre. Il y a une partie sur l'Empire où vous parlez donc du transfert civilisationnel qui s'est fait, donc c'est-à-dire comment l'Amérique a transplanté l'Europe hors de l'Europe, avec deux références qui sont les vôtres, le rêve de Jérusalem et le rêve de Virgile, puisque l'Amérique initialement c'était comme une sorte de nouvelle Énéide, on va refonder Rome hors de Rome. On aurait pu aussi, et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était proche, je ne sais pas si vous avez lu le livre Civilisation de Debray, mais c'était à peu près cette même idée. Il partait d'un constat qu'en 1919, quand Paul Valéry fait l'inventaire des civilisations dans son texte connu sur les civilisations mortelles, il parle de l'Europe. Et il dit que l'Amérique, c'est une périphérie de l'Europe. Et quand, après, à la fin, Huntington écrit le clash des civilisations, et qui fait le même inventaire des civilisations, lui, il dit Occident. Et Occident, ça veut dire Amérique, et là, c'est l'Europe qui est une périphérie de l'Amérique. Donc, il y a eu ce transfert qui a étouffé en un sens l'Europe, mais ce que vous montrez, c'est qu'il y a eu un échec de ce transfert civilisationnel. Vous écrivez l'Amérique, pour la première fois de son histoire, ne s'origine que d'elle-même. Et donc, à partir de là, ce transfert impossible, vous en venez dans l'épilogue, après avoir décrit l'Empire et les Sainte-Croix, donc l'Empire pour rien, le nihilisme et les Sainte-Croix, c'est-à-dire des nouveaux visages de la barbarie, vous dites... Et vous avez raison, il faut choisir. On ne va pas se contenter de dire... voilà. Et donc, que choisir entre les deux? Et vous répondez, il faut choisir l'Occident. Mais alors, il me semble qu'il y a plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on entend par Occident ici? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est l'Europe? La question est décisive. Est-ce qu'il faut choisir que l'Amérique redevienne interventionniste? Ou est-ce qu'on prend conscience, de manière un peu plus peut-être à la fois contestable et audacieuse, que dans ce voyage vers l'Amérique, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, un échec vraiment profond, et pas seulement une contingence à la base, mais qui a engendré un échec profond. Du coup, j'ai deux petites questions sur ça. Premièrement, est-ce que votre épilogue, votre choix de l'Occident dans l'épilogue, est-ce qu'il est atlantiste, ou est-ce qu'on peut le lire, moi j'ai été tenté de le lire ainsi, comme une voie gaulliste? Parce que De Gaulle, c'était exactement ça, c'était de dire, en géopolitique, c'était de dire ni URSS, ni Amérique, la voie de la France entre les deux. Est-ce que vous, c'est un peu ça? Et deuxième question, c'est que vous dites que l'histoire, elle se fait par des pas de côté, et est-ce que là, vous proposez d'inverser en un sens la marche de l'histoire, et de profiter, enfin le mot profiter je l'aime pas, mais je l'emploie quand même, mais je l'aime pas, de profiter du nihilisme américain pour revenir en arrière dans ce voyage et faire une métaphore contre-solaire, ou un voyage contre le soleil? Non, c'est bien vu, c'est évidemment... C'est évidemment la question. Quand je dis que je ne crois pas à la philosophie de l'histoire ou que je pense qu'il faille penser contre elle, ça inclut cette idée-là du voyage vers l'Ouest. Parce que, je le dis dans le livre, c'est vrai qu'à force d'aller vers l'Ouest, on finit par passer à l'Est naturellement.
Et donc cette idée-là, cette idée hespéride, cette idée de l'hespéride éternelle, qui est à l'origine de nous, c'est que je développe dans le livre, puisque pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore, je forme l'hypothèse, enfin je pars de l'idée, je pars de l'observation, que sur les billets de banque américains, chose dont les Américains eux-mêmes se sont rarement avisés, il y a 3 vers latins de Virgile. Sur un billet d'$1, il y a 3 vers en latin qui viennent, l'un des bucoliques, l'un des géorgiques et l'autre d'un poème qui s'appelle Moretum, qui a été, à l'époque où il a été imprimé sur les billets américains, sur les dollars, il était attribué à Virgile. Donc je pars de cette observation-là. Comment ça se fait que l'argent américain soit placé sous le chapiteau magnifique de ces 3 vers latins, E pluribus unum, Manuit coeptum, et le 3e, Seculorum Ordis. L'explication que je donne, c'est que les fondateurs de l'Amérique étaient des latinistes tout à fait avertis, étaient des virgiliens qui savaient par cœur l'Énéide, les bucoliques et les géorgiques, et qu'ils avaient en tête, c'est l'hypothèse en effet que je formule, ils avaient en tête l'idée qu'ils recommençaient le voyage d'Énée raconté par Virgile. Énée, c'est un Troyen qui, voyant sa ville en flammes, prend les pénates, les lares et les mânes de la cité, les emporte, les lave au cours d'un long voyage à travers la Méditerranée, et va les replanter, va les réincarner, va leur redonner forme sur les rives lointaines et inconnues de ce qui va devenir l'Italie, de ce qui va devenir Rome. Et je pense que les pères fondateurs de l'Amérique sont des gens qui ont ce schéma-là en tête, pour qui Troie, c'est Amsterdam et Londres. Les flammes, c'est pas les flammes des armées achéennes, mais c'est les flammes de l'intolérance et des guerres de religion. Et ils font le même geste, ils prennent les pénates des cités européennes, ils les lavent à travers la traversée de ce que Ariel Dombal, ici présente, appellerait la rivière Atlantique. Ils les lavent dans la rivière Atlantique, passage par la rivière Atlantique, et ils vont les replanter en Amérique. Donc je crois en effet que l'Amérique, c'est ça. Ça, c'est pas la leçon de hippolytienne, mais c'est ce que j'ai compris il y a assez longtemps, que j'esquissais un tout petit peu dans American Vertigo, mais que je développe ici. Et je crois vraiment que c'est au cœur de l'affaire, que les grands Américains, jusqu'à la fin du XIXe siècle, à coup sûr, jusqu'au catholique John Fitzgerald Kennedy, certainement, étaient pénétrés plus ou moins clairement ou obscurément, comme vous voudrez, par cette idée-là, par ce modèle italique, ce modèle hespéride, ce modèle virgilien. Alors après, premier problème, bien sûr, ce voyage virgilien, il ne peut pas continuer indéfiniment parce qu'en effet, il devient cyclique et on revient au point de départ. Deuxième point, lui aussi est un voyage, est un mouvement semé d'accidents, comme le reste, comme tout autre. L'hypothèse que je propose dans ce livre, c'est pas une nouvelle hypothèse sur l'histoire universelle. Je dis pas l'histoire universelle, c'est ça. C'est qu'on commence en Orient, qu'on va en Occident. Et bien sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a eu quand même 3 accidents, déjà. Il y en a eu 2 majeurs. Et il y en a un qui est en train de se passer sous nos yeux. Le premier accident majeur dans ce transfert-là des valeurs virgiliennes sur le sol européen, c'est le suicide de l'Europe en 1914. C'est quand même un sacré accident. Le deuxième accident, c'est la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. C'est un effondrement, c'est un abîme.
dont l'Occident ne s'est jamais relevé, qui est une plaie béante, qui, comme disait Lévinas, qui saignera jusqu'à la fin des temps. Donc bien sûr que ça marche pas. Et là, il y a un troisième accident, qui est le fait que l'Amérique soit en train de devenir oublieuse de cette origine-là et de ce mouvement qui l'a habité. Elle est en train d'en devenir oublieuse. Donc ça se voit à travers l'invention du christianisme américain. Le néo-évangélisme américain est quelque chose de très particulier dont je pense qu'il se construit contre l'esprit de Jérusalem et contre l'esprit de latin, virgilien, même s'ils défendent le principe de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est une autre histoire. Mais c'est une autre forme de spiritualité, un autre rapport à tout ça. Donc ça se dérègle par ça. Ça se dérègle par le fait de tourner le dos à l'Europe, et ça se dérègle à travers les deux visages charmants dans le cas d'Obama et grimaçants dans le cas de Trump, des deux derniers présidents américains. Donc ce voyage-là, ce transfert, pour la troisième fois, il est en train de se dérégler, en train de ne pas marcher. Alors comme il se trouve que je crois, comme je le disais en commençant par de toutes mes forces, je crois que rien n'est écrit, que rien n'est joué, que le sens du monde n'est jamais prescrit. Je ne suis pas plus progressiste que je ne suis décliniste. Et je suis aussi absolument anti-progressiste que je suis anti-décliniste. Je crois que ce genre de grands voyages, ils peuvent se faire dans l'autre sens. On peut revenir en arrière. Et la proposition que je fais dans l'Empire et les Saints Croix, c'est une proposition esquissée par Virgile dans plusieurs passages de l'Énéide, lorsque, à plusieurs reprises, il évoque la possibilité, pensée par Énée ou recommandée par sa déesse protectrice, de revenir en arrière, d'arrêter le voyage, de casser cette logique apparemment linéaire. Et je suis partisan de revenir vers l'Europe, en effet. Et si je suis aujourd'hui tellement urgemment européen, c'est parce que je pense en effet que c'est la seule solution pour remédier à cette à ce dérèglement métaphysique que vous avez si bien pointé et décrit. Retour vers l'Est, retour vers l'Europe, retour avec armes, bagages, mannes et pénates et l'art dans la vieille Europe, dont je crois du coup qu'elle n'a jamais été si jeune. Alors est-ce que c'est gaulliste ? Non, parce que De Gaulle était par ailleurs... le gaullisme n'était pas une pensée de l'Europe, hein, c'était, vous le savez, c'était une pensée de la nation, tout ça. Moi, je crois, parce que je crois aussi que l'Occident s'est fondé sur trois choses. Il s'est fondé sur, en effet, l'esprit de Jérusalem, l'esprit italique, mettons, et il s'est fondé, troisièmement, l'Occident, plus récemment, sur cette idée qu'a formulée alors un moderne qui est Husserl. Dans les deux conférences de Prague et de Vienne de 1938, Husserl énonce un troisième principe qui est au cœur de l'être occidental. C'est l'idée que l'Occident n'a pas de territoire. Voilà. C'est l'idée que l'Occident, c'est pas une catégorie géographique, mais que c'est une catégorie intellectuelle. C'est l'idée qu'on peut être occidental et qu'on peut être européen. Lui, il dit européen. Même quand on ne relève pas d'aucune manière, ni par la naissance, ni par le domicile, de cet espace géographique circonscrit qu'on appelle généralement l'Europe. Donc, quand vous êtes tout ça, quand vous partez de ce triple... quand vous êtes virgilien, quand vous êtes fidèle à l'esprit de Jérusalem, et quand vous pensez qu'Occident est une catégorie ontologique autant
sinon plus, beaucoup plus que territoriale, alors tout est possible. Y compris, en effet, offshoriser, déterritorialiser, rapatrier, je ne sais pas, cet esprit occidental, par exemple, dans la France du président Macron, dans l'Europe des institutions communautaires aujourd'hui si malades. Je souhaiterais poser une question que j'entends formuler avec une grande inquiétude et en rapport avec mon attachement profond et indéracinable à l'État d'Israël. Vous consacrez un chapitre captivant sur les États-Unis et la question de la droite évangélique, la droite chrétienne, et de son engagement pour le retour des Juifs en Israël. Ce soutien et cet engagement des États-Unis, mêlant théologie chrétienne et politique, vous le questionnez pour montrer en quoi cet engagement n'est qu'un simulacre. D'abord parce qu'il prend le juif comme figurant, juif imaginaire, dites-vous, dans une dramaturgie théologico-politique qui ne se soucie pas, ou alors très peu, de ce que vous appelez les juifs concrets. Et c'est là aussi votre mot, des juifs vivant en Israël, d'une part, et qui sont contraints de vivre en perpétuelle défense face à un antisionisme très souvent imprégné d'antisémitisme, mais aussi des juifs vivant aux États-Unis même et qui luttent aujourd'hui, dites-vous, encore pour leur survie, notamment face à un antisémitisme des plus violents, un antisémitisme non seulement des campus, mais un antisémitisme qui se propage à cause de cette béance politique, ce vide dont ont parlé Joseph et Nathan, laissé par Trump lui-même. C'est à partir de là que je souhaiterais poser quelques questions, et ces questions, c'est en sioniste, à la fois convaincu et inquiet, en tant qu'Israélien, profondément attaché à son pays, et qui entend parler ici depuis la plus ample saisie possible de la situation d'Israël, de sa situation actuelle, depuis la plus ample compréhension de l'histoire de l'État d'Israël. Et il nous faut donc essayer de comprendre en quoi cette histoire est indissociable de l'histoire politique, du contexte anthropologique, culturel, théologique du Proche-Orient, à travers un clair discernement du contexte historique ô combien catastrophique vécu par les Juifs au XIXe et au XXe siècle, en Europe et dans le monde, contexte qui, sans aucun doute, aura précipité la naissance de cet État. Je crois parler, si je peux m'avancer de manière aussi directe, avec une connaissance et une compréhension claire et distincte et profonde du bien fondé et de la nécessité de la fondation de l'État d'Israël, de la grandeur de son aventure et de tout ce qu'il pouvait représenter et continue de représenter pour ce peuple toujours hanté par des centaines d'années de persécution. C'est en tant que fidèle au sionisme que je m'adresse à vous, Bernard-Henri Lévy, et c'est parce que je vous crois tout aussi fidèle que moi à ce pays que je me permets d'avancer ces quelques questions inquiètes, réelles, que je me pose à moi-même tous les jours. Il n'y a, pour ainsi dire, aucune défiance dans mes questions. S'il fallait que je me revendique d'un auteur, ce serait évidemment Scholem, que vous citez d'ailleurs dans ce même chapitre, le Scholem parlant de Ahavat Israël, d'amour d'Israël. Mes questions. Dans tout ce que vous décrivez de cette alliance entre la droite évangéliste américaine et le théologico-politique qu'elle engage par alliance à Israël, par rapport à Israël, et dont vous montrez bien qu'elle n'est qu'un simulacre, une apparence, et qui est au moins permise au plus favorisée par ce vide laissé par la présidence de Trump, comment jugez-vous l'alliance tout aussi forte et qui se renforce chaque jour entre le gouvernement de Netanyahou et Trump? À aucun moment dans le livre, vous ne mettez en question cette alliance entre Netanyahou et Trump, et je dirais aussi entre Netanyahou et certaines des forces les plus obscures du néo-évangélisme, de droite et d'extrême droite en Amérique, ainsi qu'en Europe, en Pologne, en Hongrie, Orban, le premier à avoir appelé Orban.
Et je pousserai même un peu plus loin cette question. Israël aujourd'hui s'allie à Trump, et un certain Israël est aujourd'hui travaillé par une idéologie messianique, celle de la construction du troisième temple, une idéologie qui s'allie aussi à ce vide laissé par Trump, qui s'allie à un vide du politique et de la critique politique. Je me demande donc quelle sera la conséquence pour Israël de cette alliance qui m'inquiète terriblement, pour la démocratie israélienne, chaque jour de plus en plus fragilisée, voire bafouée. L'État d'Israël deviendra-t-il un de ses rois? Ce qui serait évidemment tout le contraire de ce qu'aura signifié le sionisme. Vous le marquez. Ou bien se verra-t-il entraîné dans ce vide qui le poussera à se replier sur lui-même, sur son simple quant à soi, et qui serait tout aussi destructeur pour lui. Certes, certains diront qu'Israël n'a pas le choix, mais je suis convaincu du contraire. Je pense qu'Israël peut avoir et doit avoir le choix de ne pas se précipiter dans une telle alliance, et donc de se garder de cette alliance. Non seulement parce qu'Israël ne saurait se confondre avec Netanyahou, et pour moi, Israël ne se confond pas avec Netanyahou, mais aussi et surtout parce qu'Israël peut et doit apprendre à s'ouvrir à la critique, au questionnement critique, à la fois interne et externe, ce qu'il fait de moins en moins aujourd'hui, à mon plus grand regret. Merci. Alors il y a un point où je ne vous suivrai pas et un autre où je vous suivrai. Là où je ne vous suivrai pas, mais enfin vous êtes israélien, je ne le suis pas, mais enfin quand même, je ne crois pas qu'Israël soit aussi peu ouvert à la critique que vous le dites, ou de moins en moins ouvert à la critique, et je ne crois pas qu'il y ait péril sur la démocratie en Israël. Je ne le pense pas. Et je pense même, je ne connais pas d'autres cas d'un pays qui, quelles qu'en soient les responsabilités, c'est pas la question là, vit en état de guerre depuis si longtemps et parvient à conserver intacts ses principes démocratiques avec autant de constance, et parvient à en sanctionner les infractions qui leur sont faites aussi régulièrement. Je connais l'histoire de mon pays, la France. Je sais comment ça se passe quand on vit en état d'urgence. Je connais l'histoire des États-Unis, les lendemains du 11 septembre 2001, état d'urgence, état d'exception, dirait un philosophe qu'on connaît bien ici, les uns tous les quatre, Georges Agamben. État d'urgence, état d'exception, égale en général corruption immédiate, gangrénée de la démocratie. Après 3 mois aux États-Unis, après quelques jours en France au moment de la guerre d'Algérie, en Israël, ça fait 70 ans que ça dure, que la guerre dure, quel qu'en soit, après on peut entrer dans les raisons, mais ça fait 70 ans que l'état de guerre dure, et autrement plus périlleux que les états de guerre qu'ont eu à affronter l'Amérique de Bush, de George W. Bush, ou la France de Guy Mollet autrefois, ou même la France de François Hollande et d'Emmanuel Macron. 70 ans que ça dure, une presse toujours aussi acerbe, une Cour suprême toujours aussi vigilante, des institutions, des ONG défenseuses des droits de l'homme toujours aussi présentes, l'arabe toujours langue officielle de l'État d'Israël, un nombre de députés arabes au Parlement à faire pâlir d'envie n'importe laquelle des démocraties occidentales. Non, sérieusement. Donc sur ce point-là, je trouve au contraire qu'il y a quelque chose qui tient du miracle dans la façon dont ce pays, mais objectivement, et je suis probablement moins sioniste que vous, puisque moi je vis pas en Israël, mais j'observe les choses avec tout l'amour que j'ai bien sûr pour Israël, hein, ça va sans dire, et je trouve qu'il y a là quelque chose qui tient du prodige.
comment cette démocratie a su tenir le coup, rester ferme sur ses principes, comment le déplacement d'un champ d'olivier sur la ligne du mur de séparation avec la Cisjordanie peut faire l'objet d'un débat à la Cour suprême, d'éditoriaux dans le Haaretz, et finalement être transplanté à l'endroit où il aurait dû être, et comment la société démocratique israélienne tout entière se passionne pour ce débat. J'ai jamais vu ça, honnêtement, dans une grande démocratie occidentale. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord. En revanche, là où je suis d'accord, et ça j'en parle dans le livre, c'est sur la grande menace, le grand péril que fait peser sur ce prodige israélien le grand piège que ce serait d'entrer trop avant et trop aveuglément dans les voies du trumpisme. Et je cite d'ailleurs un commentaire talmudique mettant en garde Joseph, lui rappelant qu'après Pharaon vient toujours un autre Pharaon, et qu'il faut se garder par conséquent d'une alliance trop étroite qui irait au-delà des simples exigences du sauvetage des siens avec Pharaon. Et le Talmud nous dit, et c'est commenté dans le traité des Pères, après Pharaon vient toujours un autre Pharaon, ce qui peut s'interpréter de deux manières, et je crois qu'on est là vraiment au cœur de la menace que vous pointez, alors là, à juste raison, ce qui peut s'interpréter, disent les rabbins, de deux manières. Ce nouveau Pharaon, ça peut être le même qui change d'avis, qui change de position, et ça, en effet, on peut tout à fait imaginer un Donald Trump. Il a donné d'autres exemples de palinodie pas beaucoup plus surprenantes que celle-là. On peut imaginer un Donald Trump qui, estimant que l'intérêt national américain, l'intérêt de l'America First fait que, il change d'avis. Et il décide de jouer la carte iranienne, de jouer la carte arabe et de laisser tomber ces pauvres Israéliens qui ont cru en sa sincérité, etc. Et puis, la deuxième hypothèse des rabbins, c'est que à Pharaon succède Pharaon, un vrai nouveau Pharaon, qui serait par exemple un démocrate américain, candidat et victorieux à la prochaine élection présidentielle, et qui évidemment pourrait faire reproche, faire grief aux Juifs américains de s'être embarqués trop aveuglément dans la barque trumpienne. Tout ça pour dire que moi, ce que je crois vraiment, et ce que je dis d'ailleurs à mes amis juifs américains, c'est que les alliances, le principe de réalité, la loi de mon pays, la loi du pays où je vis et la loi, tout ça, très bien. Et il y a, pour toutes les communautés juives dans le monde, ce principe de réalisme qui dure depuis la nuit des temps et qui doit continuer. En revanche, accepter donner le sentiment que l'on trempe dans cette vulgarité, ce populisme, cette ignorance de la chose juive, tout simplement, que représente le trumpisme, je crois qu'il y a là un danger mortel pour les Juifs américains, pour le judaïsme mondial et pour Israël. Il y a là un danger mortel. Le judaïsme a été fait, il a été pensé, il a été travaillé par nos sages et nos décisionnaires, justement pour s'opposer à tout ça, à cette vulgarité clinquante, à cette pensée prépolitique, à ce populisme, à ce négationnisme, etc. Le judaïsme, c'est justement ce qui vient se dresser contre tout ce qu'incarne par ailleurs le trumpisme. Je crois vraiment que, quelles que soient les options politiques des uns ou des autres, un juif ne peut pas se reconnaître, quelqu'un qui a une toute petite idée, minuscule familiarité avec l'essentiel du judaïsme, c'est-à-dire les textes, c'est quand même de ça qu'on parle,
ne peut pas accorder sa créance une seule seconde au cirque trumpien. Donc voilà, ben oui, et pourtant, voilà, j'ai parfois le sentiment, en effet, alors on verra, mais j'ai parfois le sentiment que ce piège qui s'est ouvert est peut-être en train de se refermer sur certains, et à cela je ne pourrais que rappeler le commandement du Deutéronome, n'entre pas dans les voies du méchant ou du vulgaire, de peur qu'elle ne devienne un piège au milieu de toi. Et pourtant, en effet, je vois bien parfois Netanyahou, une partie de la droite israélienne, une partie de la droite américaine, ce piège se refermer. Quant à cette histoire de néo-évangélisme, évidemment, c'est accablant, puisque les Juifs ne sont invités à retourner en Israël et à Jérusalem que pour y mourir dans les plus brefs délais, afin de fournir une sorte d'escorte de fantômes au retour ultime du Christ. Je crois que le juif concret a une autre vocation que celle de fournir son contingent à l'armée de fantômes de l'Empire des derniers jours. Voilà. Donc bien sûr, il faut être extrêmement méfiant, et dans mon livre, j'exhorte à la méfiance. Y compris d'ailleurs, moi je pense, et ça je le démontre, je crois, dans le bouquin, les Américains sont très émus de la montée de l'antisémitisme en Europe, et Dieu sait qu'ils ont raison, mais ils ont tendance à ne pas voir la montée de l'antisémitisme aux États-Unis, dont je démontre, moi, qu'il est aussi d'une extraordinaire virulence. Puisque ce que j'explique dans l'Empire et les Cinq Croix, comme je le disais un peu dans le livre précédent, c'est que les trois moteurs de la machine antisémite, l'endroit où probablement ils vrombissent le plus, où ils sont le plus virulents, c'est hélas les académies entre guillemets négationnistes de la côte ouest, c'est les campagnes de boycott BDS de San Francisco et d'ailleurs, c'est l'antisionisme terrifiant de toute cette nouvelle école de pensée géopolitique ou diplomatique qui disent après tout, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde autant avec ce petit pays de merde qu'est Israël? Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aux États-Unis. Et puis surtout la compétition des victimes. Le thème qui est probablement le carburant principal du néo-antisémitisme, qui est l'idée que les Juifs pompent l'air des autres peuples victimes. S'il y a bien un pays où on entend ça, c'est les États-Unis, avec Nation of Islam, avec les guerres de minorités, les guerres communautaires, etc., etc. Donc, bien sûr, il faut être extrêmement méfiant avec tout ça. Il faut s'armer d'une longue cuillère quand on déjeune avec Trump. Et tu as raison, vous avez raison, cher Raphaël, je n'ai pas l'impression que le Premier ministre d'Israël est une cuillère de taille. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir répondu à nos questions. Je pense que on va quand même laisser la possibilité aux personnes dans le public de poser des questions. De partir, ce sont entre autres les pays arabes, une partie du monde arabe. Qu'est-ce qu'on en dit, nous? Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'on dit de quoi, pardon? Du fait qu'aujourd'hui, il y a une partie du monde arabe qui est en train de mourir, en Syrie, voilà. Je suis très content de l'intervention, bien sûr, de Macron, qui a dû bien stimuler, enfin accompagner en tout cas la décision de Trump. Voilà, donc c'est une partie du monde aussi qui est en grande folie. Voilà, je voulais savoir un peu vos positions. Je les connais un petit peu, mais bon. Bah oui, à qui le dites-vous? Moi, je fais partie des des très nombreux Français, et j'espère des très nombreux Juifs, qui ont pensé dès les premiers jours de 2011, que ce mouvement dans le monde arabe de ces femmes et hommes qui semblaient vouloir emprunter le chemin de la démocratie, il fallait le soutenir, il fallait lui donner sa chance, quels que soient ses égarements. Donc je pense cela. Et la Syrie, je me suis souvent exprimé là-dessus. Je crois que la politique de l'Europe et de l'Amérique vis-à-vis de la Syrie est honteuse.
et que la manière dont c'est pas la frappe de la semaine dernière ou de samedi dernier, cette piqûre de moustique sur une peau de crocodile qui changera grand-chose, hélas, à l'abandon du peuple syrien par nous. Et je pense que c'est une honte. Je crois que moi personnellement, lorsque je fais le bilan provisoire, très provisoire de mon existence, la seule chose dont j'ai honte, la seule chose que je regrette et dont j'ai honte, c'est de ne pas avoir trouvé les mots, de ne pas avoir eu l'éloquence de convaincre plus de gens que ce qui se passe en Syrie était atroce, que c'était essentiel pour nous tous, que cette guerre interne à l'islam, entre l'islam des Lumières et l'islam obscurantiste, entre l'islam démocratique et l'islam assassin, était la grande affaire de notre époque. Voilà, j'ai honte de ça, de pas avoir, et j'ai pas honte de grand chose, hein. Franchement, quand je regarde en arrière, je suis plutôt, il n'y a rien que je referais autrement. Il y a une chose que je ferais peut-être autrement, c'est ça. Voilà. Donc vous avez raison. Quant à Poutine et Israël, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Moi, je pense alors que si Trump est un faux ami des Juifs, il y en a un autre qui l'est. Alors à coup sûr, c'est Poutine. Et lui est un personnage important de l'Empire et des Sainte-Croix. La Russie poutinienne, je crois que c'est beaucoup plus que la reconstitution de l'ancienne Union soviétique. Je crois que c'est la forge d'un modèle de société assez nouveau. C'est un alambic où est en train de se fabriquer quelque chose d'assez inédit. Enfin, comme toujours dans l'histoire, inédit, ça veut dire réarrangement d'atomes anciens, mais enfin molécules nouvelles. Et je sens que chaque énoncé du poutinisme est un énoncé qui est hostile à ce que je suis, à ce que je pense et probablement à ce que vous êtes et à ce que vous pensez aussi. Donc qu'il y ait là encore des arrangements de circonstances ou des alliances de surface, pourquoi pas. Et encore une fois, le peuple juif a vécu avec ça toute sa vie. Mais enfin, je crois que les juifs sont assez forts aujourd'hui pour avoir le droit aussi parfois de choisir leurs alliés. Je crois que c'est quand même un des acquis des 70 dernières années. Moi, je crois à la force des Juifs. C'était le titre d'un chapitre de mon livre précédent. Et je crois que la force des Juifs, qui est une force intellectuelle, qui est une force spirituelle, qui est une force éthique, c'est en particulier la force de pouvoir dire non merci face à certaines offres d'alliance. Et dans le cas de la Russie poutinienne, je suis assez tenté aussi de dire non, merci. Il y a un absent, une problématique absente, qui est l'islamisme. Comment la philosophie peut aider à lutter contre l'islamisme ? Il n'est pas absent de mon livre, l'islamisme. Il n'est pas absent de mon livre, puisque... Du débat, oui, voilà. Mais merci de poser la question. Parce qu'en effet, c'est un des personnages importants du livre. Et ma thèse sur l'islamisme, c'est que l'islamisme radical, l'islamisme, oui, pour le penser, il faut conjuguer deux outils. Il y a l'outil religieux et l'outil politique. Et que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. L'outil religieux, ça veut dire qu'il faut refuser le raisonnement de ceux qui nous disent que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Le rien-à-voirisme est un obstacle à la pensée de l'islamisme. Ça a à voir. Et il faut entendre ceux des musulmans qui nous disent que ça a à voir et que ça a tellement à voir qu'ils sont engagés dans une réforme intellectuelle et morale de leur foi et des textes qui l'accompagnent afin de conjurer cette tentation mortifère et ses penchants criminels, pour parler comme notre ami Jean-Claude Miller. Donc ça, c'est la première mamelle de l'islamisme, c'est sa part qui a trait à l'histoire des religions. L'islamisme, c'est un moment de l'histoire de l'islam, incontestablement, et le remède, c'est que des docteurs de l'islam, encouragés par leurs amis non musulmans, fassent le travail
de réinterprétation, de contextualisation, de révocation, de talmudisation de certains de leurs textes. Bien, ça c'est le premier aspect, c'est très important. Et tous ceux qui nous racontent que l'islamisme n'a rien à voir, que c'est un malentendu, etc., évidemment, sont criminellement, enfin, sont très fautivement aveugles, et ils se préparent des lendemains qui déchantent. Et puis, ma théorie dans ce livre, c'est qu'il y a un deuxième volet, qui est un volet politique. Et pas n'importe quelle politique, puisqu'il s'agit de la face la plus noire de la politique moderne, qui s'appelle le fascisme. Et pas fascisme par métaphore, pas fascisme par imprécation, fascisme au sens historique ou généalogique du terme. Je crois que l'islamisme est l'enfant aussi de la dénégation dans le monde arabe et dans le monde persan de la part qu'il a prise au crime nazi. Voilà, je crois cela et je démontre cela. En gros, je pars du fait que le fascisme a été une révolution planétaire dans les années 30. Il est parti d'Europe, et plus particulièrement d'Allemagne, avec quand même quelques laboratoires hors d'Allemagne, notamment en France, mais enfin en tout cas d'Europe. Et à partir de l'Europe, il a essaimé, il a créé des mouvements et épigonaux partout ailleurs, au Japon, en Amérique latine, et dans le monde arabe, et en Iran. Voilà. Il y a eu ça. Les frères musulmans, c'est rien d'autre qu'un mouvement qui a décidé de se mettre à l'heure allemande à la fin des années 20 et d'imiter les nazis parce que ça semblait être l'avenir du monde. Les régimes baassistes qui ont pris le pouvoir après la Seconde Guerre mondiale, l'idéologie baassiste qui a pris le pouvoir en Syrie et en Irak a été fondée par des nazis, mais des nazis d'avant. Alors après, ils ont recyclé des nazis, défaits, vaincus, mais ça a été fondé par des intellectuels ou par des politiques arabes, chrétiens ou musulmans, d'ailleurs souvent chrétiens, inspirés par le nazisme, qui pensaient que le nazisme était une révolution formidable et qu'elle allait régénérer l'humanité, exactement comme les pétainistes en France, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas eu moins de nazis dans le monde arabe que en Europe. Et en Iran, la même chose. En Iran, je raconte dans mon livre cet épisode qui a un peu énervé les Iraniens d'aujourd'hui, mais enfin, hélas, il est absolument exact. Je raconte comment l'Iran s'appelle officiellement l'Iran depuis mars 1935, c'est-à-dire en pleine montée triomphale à l'époque du nazisme, à l'époque où on pensait que l'international nazi serait le genre humain. Et le Shah d'Iran décide, parce que Iran, ça veut dire pays des Aryens, parce que l'Allemagne de l'époque lui offre, pour parler comme Trump, le deal du siècle, nous on serait les Aryens d'Europe, vous serez les Aryens d'Orient, et on va ensemble prendre le monde en tenaille. Le Shah d'Iran décide de changer le nom de son pays, qui s'appelait, dans les relations internationales, la Perse, et il décide de baptiser son pays Iran. Et je raconte dans le livre comment cet acte de ce coup d'État sémantique, cette renomination de 1935, elle a été remise en cause en 1941, quand les Alliés sont entrés en Iran, à la fin des années 50, quand des tas de démocrates iraniens ont dit « écoutez, ça va, on va revenir à notre beau nom de Perse, etc. » Et par certains intellectuels en 79, au moment de la révolution des ayatollahs, et comment à chaque fois, cette idée d'être le pays des Aryens a semblé extrêmement aimable aux Iraniens. Donc, que ça soit le monde arabe, le monde musulman arabe ou le monde musulman asiatique, il y a cette empreinte nazie très forte, comme en Europe. Sauf que la différence entre ces pays-là, les pays dont nous parlons là, la Syrie, l'Irak, l'Iran, le Hamas et l'Europe, c'est qu'en Europe, bon gré mal gré, on a fait le travail de mémoire
d'histoire et plus ou moins de deuil, alors que dans les pays dont je parle là, ce travail n'a pas été fait. Alors qu'est-ce qui se passe quand un deuil ne se fait pas? Ça revient comme symptôme. Et le symptôme de ce deuil non fait, ça c'est la théorie de mon livre, c'est ce que je démontre mieux que je ne vous le fais là je le résume, mais le résultat de ce deuil non fait, de ce passé nazi, de ce cadavre nazi dans le placard et de l'Iran et de la plupart, et de l'Égypte par exemple, Nasser, Yasser Arafat, tout ça, le résultat c'est quoi? C'est le symptôme islamiste. Donc l'islamisme radical, c'est l'enfant, d'une part, de cet islam figé, ossifié, non pensé, de cet islam qui refuse depuis un certain temps, mais provisoirement, parce que je pense que ça va changer, mais qui refuse cette grande aventure du paradoxe, de l'intelligence, du crépitement de l'interprétation, et de cette espèce d'énorme bœuf sur la langue de tant de locuteurs de ces pays, pas tous, bien sûr. À côté de ça, vous avez le Maroc, par exemple, dont le sultan a été un résistant extraordinaire, qui a refusé que les Juifs de son royaume portent l'étoile jaune, qui a commandé au gouverneur Noguez des étoiles jaunes pour sa famille, ainsi de suite. Voilà. Donc l'islamisme, c'est les deux. C'est le refoulé nazi et le non-travail de l'islam. C'est les deux à la fois. Si on veut le penser sérieusement, c'est ça. Et c'est les deux chantiers auxquels on devrait s'atteler. Mais eux, avec nous. Voilà. Bonsoir. Une petite remarque, si vous le permettez. Je m'aperçois que les intervenants du séminaire nous ont fait un cours de philo. Alors je me suis demandé quand on va un peu parler de la pensée juive. Et vous êtes intervenu, vous avez parlé un peu de vous en disant que vous êtes revenu au judaïsme, et vous vous êtes mis à parler un peu de nos textes sacrés. Et vous avez parlé de Joseph et sa compromission avec le pharaon. Mais en réalité, c'est pas tellement une compromission. Vous savez pourquoi Joseph est devenu le conseiller de pharaon? C'est pas parce qu'il interprétait que les rêves. C'est parce que Joseph parlait 70 langues. Et c'est à ce niveau-là même de ce qu'est un juif qu'un autre juif reconnaît la valeur du juif, c'est-à-dire un peu le savoir universel. Autre chose, vous avez loué la démocratie israélienne, ses institutions, et puis vous vous en êtes pris un petit peu à Netanyahou. Mais moi je pense que Netanyahou, parmi les chefs d'État ou les ministres d'Israël, il a été le seul quand même à s'opposer à Obama. Quand Obama a voulu mettre de l'ordre dans l'État d'Israël, il lui a dit « mêle-toi de ton pays, pas du mien ». Alors moi, je fais confiance à Netanyahou pour pas se compromettre et pour montrer aux États-Unis qu'Israël se gouverne lui-même. Et moi, j'ai vu la fête de Yom Ha'atzmaut hier à la télévision. Et je peux vous dire qu'on peut être fier de ces soldates et de ces soldats qui marchent pas au pas de canard. Juste une question, oui, mais parce ça rejoint. Vous permettez, mais ça rejoint quand même. Ouais, on est quand même dans une assemblée quand même qui voudrait quand même qu'on parle un petit peu de nos textes sacrés et non pas de Hegel. Hegel qui a fait faux. D'accord. On a parlé de Heidegger. Non, je veux bien Heidegger. La question. Bon, simplement, moi, Monsieur Lévy, je n'ai pas ouvert votre livre, mais quand j'ai appris l'existence de votre livre, non, mais attendez, on peut pas tout lire tout d'un coup. J'étais un petit peu intrigué par le titre, et je me suis rappelé un petit peu la vision d'Ézéchiel, où on parle non pas de 5 bêtes, mais de 4 bêtes, et je me suis demandé si vous n'avez pas tout faux aujourd'hui, parce que la philosophie de l'histoire, il y a une histoire universelle, elle est là, mais moi je dirais les 4 rois, les 4 empires au lieu des 5 empires, et le roi. Le roi, c'est Hachem, l'Éternel, qui mène le monde. Voilà. Merci. Bien. Merci. Je pense qu'on va... Non, mais c'est une bonne question. Bien sûr, 70 langues, parce que c'est le nom même de l'humain. C'est la totalité de l'humain. 70 langues, oui. De même que chaque lettre de la Torah doit être lue comme si elle avait 70 visages. Joseph, d'une certaine manière, aurait pu penser cela. Bon, évidemment, il ne pensait pas. Mais voilà. Les quatre empires du songe de Daniel, d'Ézéchiel, vous le retrouverez, mais de Daniel aussi, vous retrouverez ça dans le livre.
Vous retrouverez aussi la guerre d'Abraham, l'intervention d'Abraham dans la guerre des 5 rois contre les 4, dans la Genèse. Vous retrouverez l'autre version de cette histoire dont Josué est l'acteur. Vous retrouverez tout ça. Mais vous retrouverez surtout que moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser les deux à la fois. Hegel et le Maharal de Prague. Moi, en tout cas, c'est ça que je sais faire. C'est ça que je sais faire. Voilà. Je suis beaucoup moins bon, peut-être que vous, sur le Maharal de Prague, je ne sais pas, ou que d'autres. Mais là où je peux peut-être apporter quelque chose, c'est à marier, à frotter l'un contre l'autre. Voilà. Et c'était d'ailleurs ce que requérait Lévinas de ses élèves, c'est de faire entendre dans la langue grecque le souffle de l'hébreu et de faire entendre en hébreu la voix de la parole grecque. Et je crois que c'est pour ça qu'il était et qu'il reste l'un des grands philosophes juifs et des philosophes tout court, mais aussi juifs du XXe siècle. Bonsoir Monsieur Lévy. D'abord, merci de votre intervention. Vous parlez dans votre ouvrage de l'importance des machines intellectuelles, des algorithmes, des contrôles des données, et notamment un problème récurrent qu'en France, comme l'a rappelé le funeste meurtre de Mireille Knoll, la montée de l'antisémitisme. Comme vous en attestez par votre expérience, notamment de Twitter, on peut voir qu'à l'heure actuelle, c'est un antisémitisme de profondeur par des gens qui n'existent pas parfois, et qui s'amusent sur les réseaux sociaux à vilipender leur haine. Par conséquent, est-ce que vous pensez que la loi est le seul moyen pour contrôler cet antisémitisme ? Est-ce que la raison des philosophes peut encore contrevenir à ces mauvaises idées ? Ou il faut inventer de nouveaux moyens pour contrer ce mal, ce fléau, à l'aune du XXIe siècle ? Merci. Non, je crois que Twitter, les réseaux sociaux, c'est un épiphénomène. Ça donne un mégaphone, un tout petit mégaphone en même temps, pour pas non plus un petit mégaphone à quelque chose qui suinte dans les bas-fonds de la société. Donc ça s'exprime un tout petit peu, mais quand on regarde, moi en effet je connais ça puisque je dois être probablement l'une des victimes entre guillemets. Enfin, je me sens jamais victime d'ailleurs, mais bon, j'aime pas ce mot. Cible, voilà, l'une des cibles de ce phénomène. Mais quand vous regardez bien, vous dites vous-même, c'est des gens qui n'existent pas toujours. C'est des comptes fantomatiques, des trolls, voilà. Après, qu'il y ait un antisémitisme qui monte, oui, ça bien sûr on le sait. Un antisémitisme qui tue, ça c'est hélas l'évidence, et qui tue... c'est l'évidence et c'est nouveau. Même dans les années 30, l'antisémitisme ne tuait pas en France, hein, comme vous le savez. La séquence qui commence avec le meurtre d'Ilan Halimi et qui s'achève, j'espère, avec le meurtre de Mireille Knoll, c'est une séquence assez inédite dans l'histoire de la démocratie française. Donc c'est vrai, il faut le combattre sans croire qu'on va l'éradiquer, parce qu'on l'éradique pas. Que je crois que l'antisémitisme n'est pas une maladie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas une maladie qui serait renvoyable, qu'on pourrait renvoyer à un microbe qu'il suffirait d'identifier, de circonscrire, de cibler et d'extraire. C'est une religion. C'est une manière de lier ensemble un certain nombre d'humains. Et c'est très très difficile de se battre contre ça. Mais enfin, la société française le fait. Et autant je dis qu'il y a des choses qui ne se passaient même pas dans les années 30, à savoir des juifs assassinés en France, autant je trouve que la société française, il y a en tout cas une grande part de la société française qui se défend mieux contre ce mal qui la ronge qu'elle ne se défendait à d'autres époques de notre histoire. Les institutions républicaines tiennent bon, la classe politique. Il y a un exemple que je donne souvent, je dis pas ça pour passer la pommade, mais je crois que c'est profondément vrai. Et
Et dans les années 30, il y a eu dans l'Assemblée du Front Populaire, lorsqu'est venu le moment d'élire son président, il y a eu 2 candidats. En 1936, grèves ouvrières, etc. Juillet 36, 2 candidats. Un candidat républicain qui était Édouard Herriot et un deuxième candidat, je ne sais plus si c'était Xavier Vallat ou Louis Darquier de Pellepoix, c'était un des deux. Et le deuxième candidat, donc le futur commissaire aux affaires juives, ils se sont succédés. Il a été vaincu puisque c'est Herriot qui a gagné. Enfin, il a été vaincu d'une courte tête. Il a failli être élu président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est impensable dans la France d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc quand je vois ça, je me dis qu'il y a des raisons d'être non seulement inquiet, mais horrifié par la tournure que prennent les événements, horrifié. Et en même temps, je crois qu'il n'y a pas lieu d'être désespéré. Je ne crois pas que la France est abdiquée, je ne crois pas du tout qu'elle est abdiquée face à cette montée de l'antisémitisme. Et je crois que très nombreux sont les Français qui se battent à nos côtés et qui pensent que c'est leur affaire autant que la nôtre. Parce que je pense au fond de mon cœur. Mille merci, Monsieur Lévy, pour tout ce que vous faites pour les causes nobles dans ce monde impitoyable. Moi, je suis en tant que Français observateur de tout ce qui se passe au Kurdistan, en Syrie et en Irak. On entend pas mal des fois la phrase « un peuple de trop » pour le peuple kurde. Qu'est-ce qu'on peut faire philosophiquement, politiquement, pour aider ce peuple kurde et pour lutter contre cette phrase et enfin exister en tant que peuple et verra un jour le soleil de son drapeau au Moyen-Orient? Écoutez, ce qu'on peut faire pour le peuple kurde, c'est premièrement avoir le courage de tendre une main fraternelle à ceux qui nous l'ont tendu les premiers. Il faut avoir le courage d'être l'allié de nos alliés. Il faut avoir le courage de soutenir ceux qui nous ont défendus. Ça, c'est un principe absolu des grandes civilisations, comme l'Occident. Quand on a des alliés de cœur, d'esprit et d'âme, on ne les jette pas après usage. Notre grandeur à nous, Européens, elle est aussi dans la force que nous aurons, j'espère, à rendre l'appareil à ces femmes et à ces hommes qui nous ont en gros défendus contre le terrorisme et qui ont défait Daesh et qui ont fait qu'il n'y a pas plus eu de Bataclan, d'Hypercacher ou d'attentats de Charlie Hebdo en France. Voilà. Et ce principe-là, être un allié loyal de ses alliés, les premiers penseurs de la politique, les premiers théoriciens ou commentateurs de l'Empire athénien ou de la façon dont ils résistaient à l'hégémonie spartiate, ils savaient ça. Le plus grand péché d'Athènes, selon Isocrate par exemple, c'était ça. C'était de ne pas savoir être loyal avec ses alliés. Quand on lâche ses alliés, quand on manque de cette force de caractère élémentaire qui consiste à ce que je viens de vous dire, eh bien l'écrivain et rhéteur grec Isocrate il disait que c'est le commencement de la fin pour la cité. Donc il faut se souvenir de ça. Et puis il faut se souvenir aussi, je crois, vous me demandez ce que pense le philosophe. Le philosophe, il pense que tout ce que je décris dans le livre, tout ce grand dérèglement mondial, toute cette offensive illibérale, toute cette montée des démocratures contre les démocraties, toute cette bataille des populismes contre le peuple et contre la grandeur des peuples, elle a un miroir, l'un de vous, de trois, mes amis l'a dit tout à l'heure, et elle a eu un accélérateur qui est l'abandon des Kurdes. Et le point, c'est pas le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est Poutine, c'est l'Iran, c'est l'islamisme radical,
c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui des cellules du Parti communiste chinois dans toutes les universités américaines. C'est ça le sujet du livre. Mais le point de départ du livre, c'est le mauvais sort qui a été fait aux Kurdes. Et je montre que de même que dans le micro-événement qu'était la bataille d'Andrinople, il y avait déjà en germe toute la chute de l'Empire romain. De même que je montre que dans le micro-événement qu'était la bataille de Chéronée, il y avait tout le renversement des alliances, non seulement entre Thèbes, Sparte et Athènes, de même. Ma théorie, ma thèse, et je crois que je le démontre, c'est que ces batailles apparemment minuscules autour de quelques femmes et hommes que l'on considère comme ce reste de l'histoire universelle par lequel nous avons commencé, que sont les Kurdes, la bataille d'Afrin au Kurdistan syrien, de Kirkouk au Kurdistan irakien. Peu importe les noms, enfin au contraire, ils importent beaucoup d'ailleurs. Mais ces petits événements, ces événements de rien du tout, ces événements dont les géopoliticiens nous disent qu'ils comptent pour rien, ben, je crois qu'ils sont au contraire des embrayeurs, des accélérateurs, des opérateurs de ce grand désordre qui est en train de remodeler la planète et que je décris dans mon livre. Voilà. Je voudrais juste poser une dernière question, Bon, juste allez-y. pour qu'on ne se débarrasse pas totalement de la philosophie ce soir. Est-ce que vous pourriez juste dire un mot sur la pénétration de la philosophie heideggerienne en Iran? Ah ben ça c'est une bonne question parce que là c'est un des chapitres du livre, naturellement. Je rappelle et je développe le fait, en gros, parce il est tard et que je dois encore signer quelques livres, je crois. Voilà. Mais je rappelle que les maîtres à penser de la révolution iranienne. Je rappelle deux choses. D'abord que les maîtres à penser de la révolution iranienne, les maîtres à penser des ayatollahs, c'était des musulmans, des islamistes, et c'était aussi des philosophes heideggeriens. C'était aussi des hommes qui avaient emprunté à l'heideggerien. Alors c'est un mauvais heideggerianisme. Mon jeune camarade et ami Nathan Nakache pense sûrement ça. Mais enfin, en tout cas, il pensait qu'ils étaient heideggeriens. Il pensait qu'ils l'étaient. Et il puisait dans l'heideggerisme l'idée de l'origine occultée, l'idée de la vérité cachée qu'on allait déceler, l'idée du recommencement, l'idée de la westification, comme il disait. Les trois ou grands maîtres penseurs, maîtres à penser de cette révolution islamique de 1978-1979, c'était des gens qui tenaient depuis des années. C'est très important, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu mon livre. Oui. Bon, d'accord. Parce que peu de gens savent ça. C'était des gens qui tenaient à l'université de Téhéran des séminaires d'études heideggeriennes. Et la deuxième chose que je rappelle, c'est qu'il y a quand même un très grand penseur, un très grand savant qui s'appelle Henri Corbin et qui se trouve être, qui a entre autres très remarquables, il en a deux. Le premier, c'est qu'il était le premier traducteur d'Heidegger en français, si je ne m'abuse. Oui. Premier traducteur d'Heidegger en français, traducteur de Être et Temps. Et par ailleurs, il était l'un des plus grands savants du chiisme. Il tenait la chaire d'études chiites au Collège de France jusqu'à ce que mon camarade Christian Jambet ne lui succède. Et Henri Corbin a fait un certain nombre de voyages en Iran dans les années 50 et 60. Et qui en effet n'ont certainement pas été pour rien dans la percolation, dans le bouillonnement souterrain qui a permis à ces deux courants-là, c'est constitutif de l'islamisme, ce courant religieux et ce courant politique, de se former et de donner la révolution de 79. Et l'un de ceux d'ailleurs qu'il a un peu pensé, le premier qui a un petit peu pensé ça,
au détour d'un article. C'était Michel Foucault, dans sa série d'articles du Corriere della Sera, qui ont si mauvaise réputation, mais qui ne sont pas si mauvais que ça. Il avait compris ça. Ce mélange cette tresse entre ce fil heideggerien et nazi et cette spiritualité politique, comme il le disait, qui allait en effet donner la déflagration de 1979. Donc en effet, on est au cœur de la chose, et c'est bien de terminer ce 5e séminaire René Cassin sur le nom de Martin Heidegger. Merci.